Mais vous savez, quand on ne peut pas qualifier ou caractériser une institution par la généralisation, on ne peut pas avoir une assemblée de 150 parlementaires. Vous avez des professeurs agrégés de l'université. Vous avez des docteurs, des ingénieurs, des administrateurs civils, des pharmaciens, des agronomes, des financiers, et dire que l'assemblée est nulle. Est-ce que vous pouvez concevoir que votre professeur, vous, journaliste, à l'Assemblée nationale, on dise qu'il est nul? C'est faux. Donc je dis que ce n'est pas une assemblée nulle. La deuxième chose, je l'ai dit, et les ministres qui nous avaient en face d'eux savent parfaitement bien qu'il y a des députés de très grande qualité qui ont apporté leur contribution à la fabrication des lois dans ce pays. La troisième chose, c'est que l'organisation du travail à l'Assemblée nationale a été beaucoup améliorée simplement parce que nous en sommes arrivés à un lexique économique, financier et social qui lève le caractère barbare de certains textes financiers. La troisième chose, c'est que l'organisation du travail en commission est telle qu'en vérité, lorsque nous arrivons en plénière, la plupart des députés ont épuisé leurs propositions et leurs questions. C'est pour cette raison que parfois, quand nous arrivons en plénière, vous dites, écoutez, il n'y a que 30 députés. Mais ceux qui sont absentés ont déjà donné leur opinion en commission. Donc, moi, j'ai participé à des réunions de commission où des ministres ont sué. Ils ont eu des difficultés énormes avec les députés. Ils ont eu des difficultés énormes avec les présidents de commission. Ils ont eu des difficultés avec le rapporteur de la commission générale des finances, Pape Mbouch, que je salue au passage. Donc, je vous le dis, l'Assemblée nationale, en cette 12e législature, et je le dis en toute sincérité, a été une bonne assemblée. Maintenant, l'image que l'on veut coller à l'Assemblée nationale, des gens qui s'invectivent, qui n'ont pas tenu des propos eschatologiques, mais il faut que l'on cite les députés qui sont dans ce cas. Nous sommes 150 députés, mais il n'y a pas 10 députés qui sont bagarrés à l'Assemblée. Pourquoi vous voulez dire qu'Abraham, moi je ne suis pas concerné par ça. D'abord, vous savez, la cohabitation est une notion exclusivement française dans une circonstance exceptionnelle où un gouvernement de gauche s'est retrouvé avec une majorité parlementaire de droite, obligeant le président Mitterrand à avoir Jacques Chirac comme Premier ministre et Belado ensuite. Mais vous ne retrouverez jamais dans les textes constitutionnels de la France le mot cohabitation. C'est un fait que si une majorité parlementaire n'est pas la majorité présidentielle, nous allons nous retrouver dans une situation où l'action du gouvernement va être ralentie, mais pas freinée. Moi, je n'étais pas maître de la conférence, mais je vais vous dire une chose. Il n'y a aucun dispositif législatif au Sénégal qui permette d'empêcher le président de la République de ne pas passer une loi. Je vous donne un exemple. Le budget du Sénégal, c'est une loi. Si la majorité de l'opposition arrive, le président présente un budget. L'opposition refuse de voter ce budget. Vous savez ce que le président fait? Au nom de la règle, la pénultième année, il exécute son budget par tranche. Vous n'y pouvez rien. Si maintenant, l'opposition majoritaire fait une proposition de loi, vous savez, journaliste, qu'une loi ne peut être appliquée lorsqu'elle est promulguée. Le président n'est pas tenu de promulguer une loi quand il ne veut pas. Vous avez parlé de cohabitation. Le président Mitterrand a refusé de signer la loi de promulgation de la nationalisation de 65 industries sociétés proposées par la droite. Il avait refusé. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est freiner, mais vous ne pouvez pas empêcher le gouvernement de fonctionner. Mais en tout état de cause, cette hypothèse est à exclure parce qu'Inch'Allah, nous serons majoritaires parce que le système sénégalais tel qu'il est permet, avec le scrutin mixte, au gouvernement d'être majoritaire et de gouverner dans la stabilité. Moi, ce que je souhaite, c'est que ces élections se passent de manière apaisée. Comment? D'abord, au point où nous en sommes, il faut que tous les acteurs politiques de la société civile qui sont allés aux élections au nom des partis, parce que vous, les journalistes, vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi il y a autant de listes. C'est parce que beaucoup de gens qui se réclament de la société civile, étant incapables de réunir les 10 000 signatures, sont allés chercher des partis. Vous n'avez pas fait attention à ça. Recenser tous les gens de la société civile qui s'agissent depuis 1 an. Ils ne sont pas présentés en tant que... parce qu'ils ne pouvaient pas avoir les 10 000 signatures. Ils sont allés chercher
des partis pour se loger là-dedans. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est qu'on s'entende. 47 listes, qu'est-ce que ça veut dire? Au nom de la loi, ça veut dire que dans chaque bureau de vote, il y a 47 représentants de partis. Dans un centre de vote de 10 bureaux, il y a 470 représentants de partis. Sans compter les membres du bureau, sans compter les assesseurs. Est-ce que vous pensez que si on en est là, la sérénité sera assurée au moment du dépouillement? Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, pourquoi il faut autoriser l'électeur à prendre 4, 5, 6 bulletins? Pour protéger le secret du vote. Dès que vous prenez 5 bulletins, on ne sait pas pour qui vous votez. Le problème, ce n'est pas de savoir pour qui vous ne votez pas. La protection du secret, c'est d'éviter de savoir pour qui vous votez. Quand j'entends certains leaders dire, quand vous prenez 5 bulletins ou 6, le secret n'est pas assuré, ils se trompent. C'est vrai, quand vous prenez 5 bulletins, on sait que vous ne votez pas pour les 42. Ce n'est pas là le problème. Ce qu'on veut cacher, c'est celui pour lequel vous votez. Donc il faut qu'on s'entende au nom de la stabilité des intérêts pour que tous nous retrouvions, qu'on trouve la formule.